Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux de la 14e séance du Conseil des ministres. Et le président de l'Assemblée nationale a reçu plusieurs de ses homologues africains. Et dans l'actualité internationale, les talibans en quête de reconnaissance rencontrent des représentants de l'Union européenne. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Sous la présidence du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu aujourd'hui donc la 14e séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés. Voici le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Ar-Rahman Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 12 octobre 2021. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2021. Le projet de loi de finances rectificatif pour l'année 2021 intervient dans un contexte de reprise de la croissance économique qui atteindra 7,9% du PIB normalement, malgré la persistance de la crise sanitaire du Covid-19. Cette croissance devrait rester sur une tendance haussière sur les 4 prochaines années, 2022-2025, avec une moyenne de 8,2%. Le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2021 est arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à la somme de 146 milliards 280 millions, soit une hausse nominale de l'ordre de 4 milliards 945 millions de francs Djibouti. Une augmentation donc de 3,5% par rapport au budget prévisionnel initial de 2021 qui était estimé à 141 milliards 336 millions de francs Djibouti. Les ressources intérieures sont arrêtées dans la loi de finances rectificative 2021 à 113 milliards 268 millions de francs Djibouti, contre une prévision initiale de 111 milliards 768 millions de francs Djibouti et sont donc revues à la hausse de 1 milliard 500 millions de francs Djibouti, correspondant à la variation au niveau des dividendes. Les ressources extérieures inscrites dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2021 sont arrêtées à 33 milliards 13 millions de francs Djibouti, dont fongibles, dont projets, emprunts, projets, dont affectés et dont fongibles, et sont revus à la hausse à hauteur de 3 milliards 446 millions de francs Djibouti, imputables au projet d'investissement sur dons et prêts, ainsi que des appuis budgétaires. La deuxième question concerne donc un projet de loi relatif à la restructuration des établissements publics. Ce projet de loi s'inscrit dans la volonté du président de la République visant à rechercher les voies et moyens de concrétiser l'optimisation rationnelle des dépenses publiques. Il faut rappeler que depuis les 20 dernières années, l'expansion des établissements publics à caractère administratif est passée de 8 structures à 54 établissements, représentant en termes de budget une évolution allant de près de 3 milliards à 14 milliards de francs Djibouti et représentant une charge préoccupante au sein de l'appareil économique et financier de l'État. Fort de ce constat, le présent projet de loi a pour objectif la réintégration, la dissolution et la transformation de 10 établissements publics et la fusion ou absorption de 13 établissements publics. Les résultats attendus sont donc de corriger d'abord les redondances des missions avec l'administration centrale, mettre en cohérence leurs missions, réduire l'impact budgétaire en termes de subventions directes et indirectes eau, électricité, télécom, réduire les coûts de gestion à travers la mutualisation des charges de fonctionnement des structures opérant dans le même secteur d'activité et dont les missions sont proches ou similaires. Renforcer la gestion administrative et financière des établissements publics, comptabilité et organisation, adapter le cadre institutionnel des établissements publics aux nouvelles dispositions réglementaires. Cette première phase de réforme est susceptible d'améliorer la sécurité juridique et financière entourant la création des établissements publics, ainsi que d'assurer une utilisation efficiente des ressources publiques.
Et poursuivant, le Conseil donc, a également examiné et approuvé quelques projets d'arrêtés et de projets de décrets, réécoutant le porte-parole du gouvernement. La troisième question concerne un projet de décret portant modification du décret numéro 2005-0883, présidence du ministère de l'Éducation nationale, fixant les modalités de création et de fonctionnement des établissements privés d'enseignement secondaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle vise, à l'aide de ce décret, renforcer donc davantage les conditions d'enseignement, mais surtout la qualité des enseignements apprentissages, en offrant aux établissements d'enseignement privé qui le demandent un encadrement pédagogique adéquat, une formation initiale et continue de qualité, un accès aux ressources numériques et des évaluations nationales indépendantes. Le MENEFOP voudrait intégrer les établissements privés dans le processus de transformation du système éducatif qu'il a engagé depuis 3 ans dans le cadre du projet PRODA financé par la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l'éducation et le Fonds qatari. Le MENEFOP a mis en place une stratégie nationale de développement du préscolaire en vue de renforcer et diversifier les offres d'éducation préscolaire. Il veut associer les établissements d'enseignement privés dans le développement du préscolaire dans la capitale, mais également dans les régions de l'intérieur. Les établissements scolaires nécessitent d'être accompagnés par le gouvernement dans ce processus de transformation initié par le ministère de l'Éducation nationale. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant création des établissements scolaires bilingues et technologiques, conformément à la vision du président de la République qui a placé le développement du capital humain parmi les priorités des priorités. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'enseignement bilingue implanté dans la région d'Arta depuis 2009, avec pour objectif double, celui de garantir une éducation de qualité renforcée par un bilinguisme offrant par un trilinguisme offrant à l'apprenant des avantages réels au plan individuel, social et économique, et celui d'offrir aux jeunes djiboutiens une formation diversifiée en lien avec les évolutions technologiques modernes où les élèves et où les parents pourront faire leur choix. Suite aux résultats très satisfaisants des bacheliers de la session 2021, issus de cette école expérimentale, le ministère de l'Éducation prévoit une extension de l'enseignement bilingue au profit des autres régions. Les finalités assignées aux établissements bilingues et technologiques sont celles de former des citoyens capables de communiquer avec aisance dans les 3 langues, français, anglais, arabe, et ayant des compétences confirmées dans le domaine de la technologie moderne. Cet arrêté a donc pour objectif la création des établissements bilingues et technologiques. La 5e question est relative à un projet d'arrêté portant création du comité chargé de l'organisation de l'événement dénommé donc CITA et coprésidé par le ministre du Commerce et le ministre ou la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Cet événement important va regrouper de nombreux chefs d'État ainsi que des ministres et des personnalités du secteur privé qui travaillent dans le cadre du développement de l'industrie textile. Donc le comité sera chargé d'assurer l'organisation, la coordination et la réalisation de l'ensemble des activités de la 7e édition du CITA. Dans l'objectif d'une pleine réussite de ce salon, ce comité optimisera et rationalisera la gestion et l'utilisation des moyens financiers et humains mis à sa disposition. Il est composé de 10 commissions. Durant cet événement, à dimension continentale, il y aura la présence de plusieurs chefs d'État, comme nous l'avons déjà rappelé, et beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires du continent africain. Il y sera organisé des conférences et débats sur l'industrie du textile africain et ses perspectives de développement, des expositions-ventes, des défilés de mode avec des créateurs djiboutiens et africains, une parade grand public et des pays participants avec leurs tenues traditionnelles respectives. En accueillant cet événement, Djibouti s'offre une opportunité unique de montrer nos atouts au secteur privé africain en tant que réelle porte d'entrée de l'Afrique. La 6e question est donc relative à un projet de décret portant nomination de la directrice générale de la Société immobilière et de l'aménagement foncier. Madame Haïfa Abdi Ibrahim est nommée directrice générale de la Société immobilière en remplacement de M. Abdillahi Ismail Abdillahi appelé à cette fonction. La 7e question concerne aussi un projet de décret portant nomination et réaffectation des agents comptables
des établissements publics. M. Mohamed Sahal Hadj Ismail est nommé agent comptable de l'EDD. M. Abdel Fattah Omar Farah, agent comptable de l'EDD, est nommé agent comptable du CRIPEN et du Centre de formation clé. Et M. Ibrahim Ahmed Youssouf, agent comptable, est affecté à la direction de la comptabilité publique. Mme Fatouma Youssouf a été agent comptable et nommé agent comptable donc, de l'hôpital d'Ali Sabié. M. Saad Idriss Sougué, agent comptable, est donc affecté à son service d'origine. Dans l'actualité également, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au roi du Royaume d'Espagne, Sa Majesté Felipe VI, dont le pays célèbre aujourd'hui l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé de vœux de santé et de bonheur au roi Felipe VI, ainsi que davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple ami espagnol. Le peuple et le gouvernement de Djibouti s'associent également à moi pour exprimer leur sympathie à la nation espagnole à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire national de votre pays, a écrit le chef de l'État. La République de Djibouti se réjouit des liens d'amitié et de coopération qui la lient au Royaume d'Espagne et est déterminée à accroître le niveau de collaboration fructueux qu'elle a en partage avec l'Espagne dans un nombre névralgique de secteurs, dont la lutte contre la piraterie maritime, a-t-il poursuivi. Soyez sûrs, Majesté, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'échange, de solidarité et de fraternité entre nos deux nations, a par ailleurs noté le chef de l'État, réitérant ses chaleureuses félicitations au roi Felipe VI d'Espagne. Un message similaire a également été adressé au président du gouvernement du Royaume d'Espagne, Pedro Sanchez. Journée très chargée aujourd'hui au Parlement. Le président de l'Assemblée nationale et président de l'Union parlementaire africaine, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin la présidente de l'Assemblée du Mali, Haïdara Aïssata Haïdara, qui est à Djibouti, donc, dans le cadre du comité exécutif de la 76e session de l'UPA, l'Union parlementaire africaine. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales existantes entre les deux pays. Le président Ahmed a souhaité donc la bienvenue à la présidente et à sa délégation, lui réitérant son soutien. Et tout de suite après, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu donc le chef de la délégation parlementaire nigérienne, qui est à Djibouti dans le cadre des travaux du comité exécutif de l'UPA. L'essence même des différents entretiens a porté sur l'état des lieux de la coopération interparlementaire, du rôle majeur que peut jouer la diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale sur les scènes continentales et internationales, ainsi que lors des sujets interpays ayant attrait donc au renforcement des actions communes des parlements nationaux et de leurs groupes d'amitié. Et tout de suite après, le président Ahmed a reçu donc le chef de la délégation parlementaire de la République centrafricaine, qui est à Djibouti également, donc dans le cadre du comité exécutif de l'IPA qui, rappelons-le, se déroule à Djibouti du 11 au 15 octobre. Et donc le président leur a souhaité la bienvenue à Djibouti et d'excellents travaux donc lors de ce comité exécutif. Et dans la même journée, le président de l'Assemblée nationale donc, a reçu le chef de la délégation parlementaire du Cameroun, qui est à Djibouti également dans le cadre de l'Union parlementaire africaine. Le président de l'Assemblée nationale et ses invités de marque ont axé leur discussion sur les voies et moyens de consolider les relations de l'institution continentale avec donc de parlements comme le Parlement panafricain et l'Union interparlementaire. Et le président du Parlement et ses collègues parlementaires n'ont pas manqué de longuement s'attarder sur les liens de coopération bilatérale unissant Djibouti à leur État respectif, soulignant en dernier lieu que ces relations séculaires entretenues donc par les pays africains frères se devraient être renforcées, plus particulièrement sur son volet parlementaire. Et le président de l'Assemblée donc a reçu également le chef de la délégation parlementaire du Zimbabwe, qui est à Djibouti dans le cadre de la 76e session du comité exécutif de l'UPA. Et enfin donc le président de l'Assemblée nationale a reçu enfin aujourd'hui la chef de la délégation parlementaire du Rwanda,
qui est à Djibouti, donc dans le cadre des travaux de l'Union parlementaire africaine. Les audiences protocolaires dans l'enceinte parlementaire ont pour certaines été une opportunité de souligner donc au président du comité exécutif de l'UPA et speaker djiboutien Mohamed Ali Ahmed de la nécessité d'une entremise de l'institution continentale et de son lobbying personnel pour les candidats africains donc dans nombre de forums parlementaires supranationaux ou pour l'inscription dans les instruments juridiques transnationaux. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a également reçu aujourd'hui le coordinateur résident du système des Nations Unies par intérim en République de Djibouti, Eric Overvest. Lors de l'entretien, Eric Overvest a souligné l'importance accordée par les Nations Unies à la République de Djibouti qui recèle d'importantes potentialités et qui se trouve être un pôle de stabilité dans la région. Dans la même lancée, le coordinateur résident du système des Nations Unies par intérim a affirmé qu'il envisage de développer ses relations avec Djibouti en vue de promouvoir et élargir donc la coopération à tous les domaines. Et cette rencontre a permis donc d'échanger, d'importants échanges en vue entre les deux personnalités sur des sujets d'intérêt commun tels que la lutte contre l'immigration, la situation géopolitique dans la région, entre autres. Après avoir déposé ces lettres auprès de la présidente de la République fédérale de l'Éthiopie, Zehle Worke, le nouvel ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba et représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbé, a déposé ses lettres de créance auprès du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Lors de cette rencontre, l'ambassadeur djiboutien a remis au président de la Commission les lettres de créance, l'accréditant en qualité de représentant permanent de son pays auprès de l'Union africaine. Et les représentants de Djibouti a également réitéré l'engagement de la République de Djibouti à continuer à prendre part à la construction de l'Afrique nouvelle. Des commissions tripartites représentant d'une part le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Budget et le ministère du Travail et le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications et le ministère de la Ville, du Logement et de l'Urbanisme ont tenu donc hier et aujourd'hui des réunions techniques dans le but d'étudier les modalités de mise en œuvre de la politique nationale enseignante. Les rencontres ont vu la participation de hauts cadres des différents ministères partenaires. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la Semaine nationale de l'enseignant. Ils ont été un moment de partage d'informations, notamment la présentation succincte de la politique nationale enseignante et des principales recommandations formulées lors du forum de décembre 2020 parrainé par le président de la République. En outre, ces réunions ont permis de la formalisation d'un cadre partenarial visant une planification concertée, l'exploration des perspectives sur le court, moyen et long terme et une pérennisation des actions. Ces mesures et engagements pris en faveur des enseignants seront présentés le 14 octobre prochain lors de la cérémonie de clôture des activités de célébration de la Semaine nationale des enseignants. D'initier et de familiariser nos élèves et étudiants sur l'usage des technologies d'information et de la communication. Le Covid-19 nous a appris beaucoup de choses. On a été pris par dépourvu, on est arrivé par une grande surprise et c'est grâce à ces technologies que nous avons réussi à continuer à donner nos cours à travers ces technologies d'information et de la communication. Les cours ont été assurés d'une manière virtuelle. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour ne pas être à la marge de l'évolution et prendre part à cette évolution technologique et accompagner, équiper surtout nos établissements scolaires afin de mieux répondre aux besoins de nos enseignants, aux besoins de nos élèves pour donner des cours performants, des cours de qualité. Dans l'actualité également, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, a poursuivi donc sa visite dans les régions de l'intérieur en se rendant hier à Arta. Et après donc les salutations, la ministre a entamé sa réunion de travail avec la population d'Arta sur les avancées des réalisations du ministère de la Femme et de la Famille dans la région. Le débat donc riche et instructif, et cela a
Donner donc à Madame la Ministre une vue d'ensemble quant aux actions du ministère. Des pistes de solutions pour pallier aux difficultés soulevées ont même été dégagées durant ces échanges. Ayant constaté que les débats étaient dominés par l'aspect économique, la ministre a rappelé que ce n'était pas le seul domaine à améliorer, mais tenir compte aussi du bien-être familial en accentuant la lutte contre toute forme de violence qui touche la femme et l'enfant en passant par la délinquance juvénile, car, a-t-elle précisé, c'est au sein des foyers forts et soudés que se construise une société donc avec des valeurs pour une cohésion sociale optimale. Santé à présent, comme chaque jour, le ministère de la Santé nous fait le point de la situation épidémiologique concernant l'avancée donc de la pandémie de la Covid-19. Écoutons tout de suite le point de presse du secrétaire général. Chers compatriotes, concernant la Covid-19, c'est le 3e jour consécutif que nous enregistrons un taux de positivité inférieur au seuil d'alerte, qui est de 10%. Cela confirme une légère diminution des cas positifs, mais le virus continue de circuler avec 51 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19 en 2020 s'élève à 113, soit plus de double de l'année 2020, avec un nouveau décès aujourd'hui. Il s'agit toujours des personnes avec comorbidité ou des personnes âgées, mais surtout des personnes non vaccinées. Concernant les données de la pandémie, en ce mardi 12 octobre, nous avons 59 patients déclarés guéris, 621 tests réalisés, 59 cas positifs et nous enregistrons un décès. En 24 heures, nous avons donc 51 personnes pour 621 personnes testées. Cela fait 8,21% de taux de positivité. Nous demandons donc au respect des mesures barrières et surtout de se faire vacciner dans les sites que nous avons mis en place pour que toute la population puisse se faire vacciner, y compris dans les régions de l'intérieur. Nous avons donc en 24 heures 848 personnes vaccinées. Cela nous donne 49 115 personnes depuis mars 2021 en nombre de personnes vaccinées. Le bilan global de la Covid-19 depuis donc, le début de la pandémie s'élève à 228 235 tests réalisés, 13 320 personnes diagnostiquées positives et nous avons enregistré 12 908 personnes guéries et 178 décès dus à la Covid-19 depuis mars 2020. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres et vaccinons-nous tous. Merci. Dans le but d'élargir la couverture vaccinale et de rapprocher la vaccination de nos populations, le ministère de la Santé a mis en place un vaccinobus. Des équipes de médecins et d'infirmiers sillonnent la capitale depuis quelques jours afin de vacciner le maximum de personnes contre la Covid-19. Nos équipes de reportage ont suivi ces vaccinobus. Regardez, c'est un document de la rédaction. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le ministère de la Santé a mis en place une stratégie de vaccination multiforme. Une campagne de vaccination anti-Covid à grande échelle qui va toucher les 3 communes de la capitale ainsi que les 5 régions de l'intérieur. Après la mise en place des différents vaccinodromes, suivi de la vaccination sur le lieu de travail, le ministère de la Santé a multiplié ses efforts en lançant le vaccinobus qui sillonne dans tous les quartiers de la capitale ces dernières semaines. Le vaccinobus, un dispositif mobile dirigé par un médecin généraliste qui mène une consultation parallèlement. Les conseils des quartiers et les associations travaillent en étroite collaboration avec le ministère de la Santé en sensibilisant la population des différents quartiers où le vaccinobus stationne.
Nous sommes là aujourd'hui pour faire le travail de porte à porte afin de sensibiliser la population à se faire vacciner. Plus de 100 personnes bénéficient de cette prestation de vaccin à domicile. Ces différents vaccinobus sillonnent dans la capitale selon un planning préétabli par le ministère de la Santé. J'étais inquiète à l'idée de me faire vacciner parce que le vaccin entraînait, m'a-t-on dit, des problèmes cardiaques. Mais après explication du médecin, j'ai compris qu'il n'y avait aucun danger, même pour les diabétiques. Si la République de Djibouti dispose aujourd'hui de vaccins anti-Covid et lance une campagne à grande échelle, c'est grâce à l'engagement personnel du président de la République qui, grâce à ses relations et à sa diplomatie, a pu obtenir les doses nécessaires pour la couverture vaccinale de toute la population djiboutienne. A noter que Djibouti est le second pays africain après le Ghana à disposer du vaccin Johnson & Johnson, ce qui fait au total plus d'1 million de doses de vaccins disponibles au ministère de la Santé. Toujours nouvelle du pays, dans le cadre de la 7e édition du Salon international du textile africain qui aura lieu le 28 octobre prochain à Djibouti, sous le patronage du président de la République, le directeur du commerce, du tourisme et de l'artisanat, Abdallah Daher Hassan, a fait une déclaration où il a indiqué que des formations dans le domaine de l'artisanat et du e-commerce seront dispensées par des experts internationaux du 13 au 25 octobre prochain. Je vous propose de l'écouter. Dans le cadre des festivités de la 7e édition du Salon international du textile africain, prévu du 28 au 30 octobre 2021 en République de Djibouti, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et en partenariat avec l'organisation des festivités du Burkina Faso. Conformément au programme officiel, il est inscrit 2 formations à l'ordre du jour. L'une concernant les artisans travaillant dans le domaine du textile et l'autre dans le domaine du e-commerce. La première formation concernera 50 jeunes hommes et femmes, artisans et artisanes, issus de Djibouti-Ville et ceux de la région de l'intérieur, travaillant dans le domaine du tissu et de la teinture. Cette formation sera dispensée par 2 experts internationaux et qui débutera du 13 octobre au 25 octobre 2021 à 8 h au centre de formation de Boulaous, qui est l'ancienne école des filles ménagères. La deuxième formation est en e-commerce, dédiée cette fois-ci aux acteurs du secteur public et privé et qui aura lieu au centre de leadership, la clé, du 24 au 27 octobre 2021 à 8 h. Cette formation sera aussi dispensée par un expert international renommé. J'exhorte le secteur public et le secteur privé à se manifester massivement à cette importante formation, qui pour eux leur seront bénéfiques. La Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti a organisé donc aujourd'hui un atelier portant sur l'appropriation des organisations de la société civile sur les instruments de promotion et de protection des droits humains au Sheraton Hotel. Il s'agit de se familiariser avec les organes et les traités internationaux en rappelant que Djibouti a signé 7 sur les 9 traités internationaux. Il s'agit également de comprendre les droits et données, mais aussi les devoirs qui incombent à toutes et à tous. Civile et aussi pour le personnel de la CNDH, sur l'approche basée sur les droits humains. Donc l'objectif principal de cet atelier de 2 jours est d'améliorer la capacité ou encore renforcer les connaissances théoriques des organisations de la société civile sur les textes et instruments régionaux internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, mais aussi d'échanger sur le rôle et les responsabilités des organisations de la société civile.
L'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, en collaboration avec l'Inspection générale du travail et des lois sociales, a organisé conjointement un travail de sensibilisation sur le terrain en visitant les différents secteurs d'hôtellerie et bancaire afin de sensibiliser et d'informer les entreprises et les partenaires sociaux. Cette tournée a eu lieu au Sheraton Hotel, à Salam Bank et CAC Bank, où la délégation de la NPH et de l'Inspection générale du travail a été accueillie par les responsables de chaque institution. L'objectif étant de sensibiliser dans le cadre du renforcement de l'employabilité des personnes handicapées dans le milieu du travail. L'initiative de cette mission de sensibilisation de porter à la connaissance de tous les partenaires sociaux par rapport au décret portant dispositions particulières des conditions à l'emploi des personnes handicapées. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, un incendie s'est déclaré aujourd'hui vers 11h dans le quartier 7 bis, rue 18 et 19, dans la commune de Boulaos. 26 maisons dans lesquelles vivaient des personnes ont été ravagées par le feu. Les pompiers sont intervenus rapidement et aucune victime n'est à signaler. Les éléments de la protection civile ont maîtrisé heureusement l'incendie dans ces quartiers et ont empêché que le feu ne ravage tout le quartier. Les autorités de la police et les pompiers se sont rendus sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de cet incendie. Et enfin, actualité internationale pour clore cette édition. Les talibans en quête de reconnaissance rencontrent des représentants de l'Union européenne. Le nouveau régime afghan cherche à rompre son isolement diplomatique et multiplie les rencontres. Après les Britanniques, les Américains et les Allemands, ils ont rendez-vous aujourd'hui avec les représentants de l'Union européenne. Et face à l'imminence d'une grave crise humanitaire dans ce pays, entièrement dépendant de l'aide internationale après 20 ans de guerre, les talibans sont à la recherche d'appui. Mais les puissances étrangères, notamment occidentales, insistent sur la nécessité de respecter les droits humains, en particulier ceux des femmes, les talibans ayant imposé un régime brutal lors de leur précédent règne. Elles sont désormais exclues de l'école, bien que les talibans promettent leur retour. Ils expliquent leur absence par les mesures contre le Covid-19. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.